Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Le Siège qui donne l'opportunité aux députés nationaux, aux députés provinciaux ainsi qu'aux élus des élus afin de nous expliquer le travail fait dans le Parlement. Mesdames et messieurs, à Kinshasa, cette session de septembre qui s'est ouverte ce 15 septembre est essentiellement budgétaire à l'Assemblée nationale et au Sénat. Alors, c'est quoi une session parlementaire? C'est quoi un collectif budgétaire? C'est quoi une reddition des comptes? Tentative de réponse dans ce baladeur sur votre rubrique Parole à la base. Une session budgétaire, c'est une session essentiellement budgétaire. C'est-à-dire, c'est une session où les parlementaires vont voter le budget. D'abord, même avant de voter, ils vont d'abord discuter sur les aspects budgétaires. Ils vont d'abord analyser les aspects budgétaires selon la proposition déposée par le Premier ministre, le ministre du Budget et le ministre des Finances. Donc, au cours du projet de loi de finances de l'exercice prochain, c'est-à-dire 2022, déposé par le Premier ministre avec ses ministres, les honorables députés vont évaluer de façon minutieuse les besoins en termes de social, en termes de priorités budgétaires. C'est-à-dire qu'une session budgétaire, c'est une session où on parle, en tout cas essentiellement des questions liées au budget, mais peu importe que l'on puisse aborder aussi d'autres sujets, par exemple l'aspect lié sur la proposition de loi de l'honorable Daniel Mbaou concernant le montant de la dot, et puis aussi une autre proposition de loi aussi sur d'autres matières. Mais les sessions de septembre, ce sont des sessions essentiellement budgétaires où les honorables députés se prononcent en termes des aspects budgétaires. Ils évaluent les besoins en termes de priorité et ils élaguent ce qu'ils peuvent élaguer. Et s'il y a ajouté aussi en termes de priorité ou de besoins, de nécessité de la population pour que ça puisse renforcer tant soit-il peu les sociales, ça pourrait être quelque chose de bien. Donc, pour me résumer, une session budgétaire, c'est une session où l'on ne discute que sur les aspects budgétaires et que nous prions à nos honorables députés de pouvoir tenir compte des priorités de la population. Quand je parle de priorités de la population, c'est-à-dire que les sociales de la population, notamment, c'est-à-dire la réduction des frais de denrées alimentaires. Donc, c'est-à-dire allouer le plus de budget possible donc, dans les besoins sociaux, c'est-à-dire l'éducation, la santé et l'emploi. Réaction des Kinois sur ce qu'ils pensent de la session budgétaire. À présent, je vous propose de suivre le député national Gracien de Saint-Nicolas Irachan qui nous explique clairement avec des mots précis ce que c'est qu'une session budgétaire. Suivez. La session budgétaire, c'est une session qui est en septembre. En fait, c'est dès la rentrée parlementaire de septembre, le 15 septembre. Et cette session va aller jusqu'au 15 décembre. Donc c'est une session où on travaille beaucoup sur les budgets de la République. En fait, comme par exemple, nous sommes en 2021, nous allons travailler sur les budgets 2022. Mais en même temps, la session budgétaire de septembre consacre un temps pour évaluer les budgets de l'année passée. Et c'est ce qu'on appelle réédition budgétaire. Donc on voit la réalisation de l'année passée et on projette la réalisation ou les budgets pour l'année qui vient, donc 2022. Voilà. Il y a des matières qui sont traitées pendant cette session parce que l'Assemblée nationale reste le Parlement, donc c'est une des branches, reste la chambre basse, donc c'est une des chambres qui traite des questions législatives. Donc on n'exclut pas parce qu'il y a la session budgétaire qu'il ne faut pas traiter d'autres matières. Nous restons dans notre cadre comme législateur
Et donc, toutes les matières qui viennent, nous pouvons toujours les traiter. Et c'est comme ça, pendant la session budgétaire, il y a maintenant un calendrier dès la session. Et dans ce calendrier, on met toute la matière confondue et ça permet à ce que l'Assemblée nationale fonctionne normalement. Mais la priorité est consacrée au budget. Alors nous sommes dans un régime démocratique, donc dans une nation qui promouvoit la démocratie. Donc ça veut dire qu'en démocratie, c'est le peuple qui détient le pouvoir. Comme on le dit toujours, le pouvoir par les peuples, pour les peuples. Et le peuple là, on ne peut pas avoir, parce que, je donne l'exemple, au Congo nous sommes plus de 80 millions. On ne va pas prendre tous ces 80 millions de Congolais et commencer à les responsabiliser. C'est impossible. Et c'est pour cela la population vote, envoie des délégués qui sont des députés nationaux. Et cela permet à ce que maintenant les 500 députés nationaux qui viennent de toutes les circonscriptions du pays et qui viennent de 26 provinces, ils vont se mettre ensemble maintenant parce que c'est eux les ayants droit de l'argent. C'est comme ça qu'on appelle les députés nationaux, on les appelle des autorités budgétaires. Et c'est eux qui vont travailler maintenant pour pouvoir voter les budgets, analyser les budgets, voter les budgets et permettre aussi à ce que le gouvernement fasse un travail. Et c'est cette même Assemblée nationale constituée de 500 députés nationaux qui vont aussi suivre l'exécution du budget. C'est pour cela qu'il y a la réédition budgétaire pour voir ce qui était passé. Et il y a la loi des finances maintenant pour voter ce qui va être fait. Et chaque 3 mois, l'Assemblée nationale travaille pour voir le niveau d'exécution du budget. Et l'Assemblée nationale, à travers la commission ECOFIN, va suivre au niveau du gouvernement comment se fait l'exécution du budget. Donc c'est vraiment l'Assemblée nationale constituée de 500 députés qui est l'autorité budgétaire en matière de la gestion des fonds. Tout commence au niveau du gouvernement. Le gouvernement, à travers les conseils des ministres, va lancer les go. Et chaque ministère sectoriel va faire la proposition d'un budget. Et chaque ministère consulte ses organes techniques au niveau des provinces. Donc va élaborer son programme avec les budgets et ils vont travailler et envoyer ça au niveau des ministères des budgets qui va compiler, qui va faire un travail qu'il présente au gouvernement. Et alors, avec le Conseil des ministres, le gouvernement autorise, approuve cette proposition de budget. Et c'est alors que le Premier ministre, qui est chef du gouvernement, va envoyer cette proposition à l'Assemblée nationale. En même temps, le ministère des budgets va faire aussi la réédition budgétaire et aussi on l'envoie à l'Assemblée nationale. Donc pendant la session budgétaire du mois de septembre, on va commencer par analyser ce qui s'est passé. Donc on va faire la réédition budgétaire et après ça donne la voix au budget, à la proposition du budget pour analyser le budget qui vient pour l'année prochaine. Et ça vient sous forme d'une loi. C'est la loi des finances. Et c'est comme cela que ça se passe. Donc le gouvernement amène à l'Assemblée nationale, va présenter ce budget devant les 500 députés, devant l'Assemblée plénière. Et le budget maintenant va quitter, va rentrer au gouvernement. Il y aura maintenant un travail où la commission ECOFIN, économico-financière de l'Assemblée nationale, va se retrancher dans un coin et va appeler les experts du gouvernement et ils vont essayer de passer en revue toutes les rubriques du budget et voir si c'est conforme. Donc, on va voir la prévision des dépenses, en même temps la prévision des recettes. Et ça va être un travail entre les gouvernements et la commission ECOFIN, économico-financière. Et à fait de compte, la commission revient vers l'Assemblée nationale, va présenter les conclusions de ces travaux
en plénière et la plénière va voter. Et une fois la plénière vote cette proposition de budget, ça devient maintenant une loi. Une fois votée au niveau du Sénat, au niveau de l'Assemblée nationale, cette proposition de budget validée par l'Assemblée nationale va aller au Sénat. Le Sénat va voir s'il n'y avait pas des erreurs, bien sûr avec le gouvernement. Le Sénat peut aussi intervenir à seconde lecture. Du Sénat, si jamais on trouve qu'il y a des divergences ou des ajouts, on va appeler quelques membres de l'Assemblée nationale, de la commission ECOFIN, qui vont encore travailler ensemble avec le Sénat pour trouver un compromis final. Et donc, une fois maintenant le Sénat aussi vote les projets de loi qui est validé par l'Assemblée nationale et par le Sénat, va aller au niveau de la Cour constitutionnelle pour voir la conformité par rapport à la Constitution. Une fois la Cour constitutionnelle approuve la conformité, le dossier est envoyé auprès du chef de l'État qui va promulguer. Et quand il promulgue, la loi entre en vigueur. Et normalement, le budget devrait entrer en action dès le 1er janvier 2022. Voilà comment ça se passe. Bon, il est difficile que moi j'intervienne comme un membre de la présidence qui exécute le budget à la présidence. Mais moi, en tant qu'autorité budgétaire, normalement, il y a ces plans qui existent en rapport avec les projets ou soit la proposition de loi des finances. Et quand on fait des discussions, on trouve qu'on a voté, on a promulgué cette loi, normalement, les institutions de la République sont censées respecter cette loi. Et quand vous ne respectez pas, ça constitue normalement un abus. Évidemment, il y a toujours des marges budgétaires qui sont parfois autorisées aussi. Parce qu'on ne peut jamais avoir un budget fixe. Il y a toujours normalement un pourcentage de dépassement. Ça existe. Mais alors, quand ça devient excessif, quand ça devient exagéré, là, normalement, ça pose un problème. Et voilà un peu comment ça se passe. Mais normalement, le ministère du budget, qui est habilité à faire la police de l'exécution du budget, peut arbitrer. Donc, on peut voir, par exemple, s'il y a un besoin urgent qui s'impose. Ça peut être la guerre, ça peut être les épidémies, ça peut être comme on a traversé Covid. Le ministère du budget, avec les organes techniques, peut voir comment modifier certaines rubriques. Ils peuvent le faire. Mais quand ça devient beaucoup d'activités, beaucoup de rubriques qu'il faut modifier, il faut changer la réalité budgétaire, on va à ce qu'on appelle collectif budgétaire. Parce que là, il faut complètement revoir les budgets. Donc, les collectifs budgétaires, c'est un processus qui concerne à faire un amendement du budget. Ça peut aller dans le sens de la hausse comme de la diminution, de la baisse. Donc, ce sont les deux possibilités pour les collectifs budgétaires. C'est quand on doit revoir. Donc, le collectif budgétaire peut venir à mi-parcours ou pendant l'exécution du budget. Et c'est sous la demande du gouvernement que cela est présenté à l'Assemblée nationale qui va voter encore une nouvelle loi pour pouvoir modifier ce qui a été fait en rapport avec la loi des finances. Le collectif budgétaire, c'est quand on fait une correction du budget ou on fait un amendement du budget par rapport à la réalité du moment. Ça peut être que le budget est touché. On a pensé qu'on allait réaliser par exemple les 100% des recettes de la prévision, mais il y a des facteurs qui font qu'on n'arrive plus à cette réalisation et qu'il faille modifier certaines choses. On passe par le collectif budgétaire. Mais on peut aussi trouver qu'au lieu de réaliser 100% des recettes, on va aller peut-être à 150%, 200%. Et donc on veut aussi adapter ces budgets par rapport à la réalité. Et donc à ce moment-là, il faut faire le collectif budgétaire. Donc c'est faire un changement par rapport au budget initial, pouvoir réadapter la loi
des finances qui a été votée par rapport à la réalité du moment. La reddition des comptes, par contre, c'est pouvoir analyser les budgets antérieurs, donc de l'année qui suit, de l'année qui a précédé plutôt l'année en cours pour l'élaboration du budget qui arrive. Un exemple simple, nous sommes en 2021. La proposition de budget que nous cherchons à voter à travers la session budgétaire, c'est le budget 2022. Mais maintenant, s'il faut faire la réédition du budget, c'est plutôt pour 2020. Pas pour 2021, mais 2020. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous sommes encore en cours d'exécution du budget 2021. On ne peut pas faire la réédition, on ne peut pas clôturer et pouvoir analyser ce budget-là qui est en cours d'exécution. Par contre, on va analyser les budgets qui étaient clôturés en 2020. Et c'est comme cela, ça permet maintenant une projection sur les budgets de 2022. Et on verra la réalisation de 2020, de l'année passée, et ça permettra de connaître la réalité pour l'année qui est en train de venir. Donc la réédition budgétaire, c'est une opération qui consiste à évaluer les budgets qui venaient de s'exécuter en vue de préparer les budgets, la loi des finances pour les budgets de l'année qui arrive. Ce qui est vrai que le budget de notre pays a toujours posé des problèmes. Parce que quand vous voyez un peu le budget en investissement, souvent c'est moins de 30%. Donc, je veux dire qu'on ne peut pas développer un pays quand on a un budget d'investissement inférieur à 30%. Donc, vous trouverez au Congo, la réalité est que à plus de 70%, ce sont des rémunérations et des fonctionnements. C'est une anomalie. Donc, ce sont des charges qui vont pour payer ou faire fonctionner les institutions. Maintenant, la charge qui est réservée à l'investissement, à moins de 30%, en fait, ce sont les constructions des routes, des hôpitaux, des écoles, toutes sortes d'interventions qui prennent en compte l'investissement. Alors, avec moins de 30%, c'est très compliqué de pouvoir avancer. Alors, la priorité, normalement, pour tout budget, c'est d'abord la rémunération. Il faut payer les salaires. Deuxième priorité, souvent, ce sont les urgences. Pas les urgences, mais ce sont les domaines d'intervention. Il y a par exemple le secteur sécuritaire, où on donne toujours priorité. Vous savez que maintenant, on a un problème à l'Est. C'est beaucoup de budget, c'est beaucoup d'argent consommé à l'Est. Donc, on priorise la sécurité de l'État congolais. Donc, ça, c'est une priorité. Mais après cela, on priorise aussi les investissements comme la santé, l'agriculture et l'éducation. Donc, ce sont souvent ces secteurs, ces 4 secteurs qui sont priorisés. Donc, en dehors des rémunérations, il y a la défense, donc la sécurité nationale, il y a la santé, il y a l'agriculture et il y a l'éducation. Malheureusement, vous verrez qu'avec les budgets de la RDC, que ce soit la santé, le secteur santé, que ce soit le secteur d'agriculture, souvent ces budgets sont tellement médiocres que ça ne permet pas à ce que les pays aillent de l'avant. Même chose pour les budgets de l'éducation. En fait, ça devrait se faire de cette façon-là. Le député national, il a 2 rôles principaux. Le premier rôle, c'est pouvoir légiférer. Et ça passe par des étapes où il faut contrôler, il faut voir est-ce que la loi est adaptée, quelle est l'opportunité, quel est le bénéfice pour la population. Après voter, oui ou non, ou s'abstenir. Mais aussi le député, il est là pour contrôler le gouvernement, donc sanctionner. Donc, ça peut être des interpellations, ça peut être des missions de contrôle sur terrain, ça peut être aussi des motions de défiance, comme des motions de censure. Et les députés peuvent aussi procéder par des moyens d'information
Et là, c'est par exemple l'audition en commission. Ça peut être des questions orales avec débat où on peut appeler un ministre, soit un mandataire, pour venir s'expliquer devant l'Assemblée nationale. C'est ce que nous avons fait toujours et nous avons restitué au niveau de la base. Mais il y a un troisième rôle parfois qui n'est pas des domaines des députés, mais on les fait, le rôle social. Il peut arriver à ce que vous puissiez aider la communauté par des enterrements, vous puissiez aider la communauté à construire des écoles, c'est ce que nous faisons. Il peut arriver à ce que vous puissiez aider la communauté par les travaux d'entretien routier, c'est ce que nous sommes en train de faire. Il peut arriver à ce que vous puissiez aider le gouvernement en érigeant des ponts, mais aussi il y a plusieurs autres charges où, par exemple, de mon côté, je suis en train de prendre en charge certaines femmes enceintes qui n'ont pas de moyens d'accouchement. Et je vois les camps de déplacés parfois. Et je vois aussi les vulnérables, les gens qui n'ont pas vraiment les moyens. Et nous parvenons à les prendre en charge pour s'assurer que l'enfant puisse naître dans de bonnes conditions. Et on lui donne un petit kit pour qu'il puisse bien commencer sa vie. De mon côté, par exemple, il s'est posé un problème où les cimetières sont devenus éloignés. Du coup, j'ai amené 3 corbières pour la ville, pour partager, dispatcher dans 3 communes. Et donc, ça fait en sorte que vous soyez proche de la population. Mais en fait, ce sont des rôles que le gouvernement devrait jouer. Mais vous connaissez la situation de notre gouvernement. Parfois, les députés, il est obligé de les faire. Et c'est ce qui fait que parfois, le député, il touche des moyens légèrement supérieurs que d'autres fonctionnaires. Parce qu'effectivement, il intervient à lieu et place du gouvernement. Il devient un agent social. Alors, les réalisations sont grandes. Souvent, c'est la population qui sait toujours faire l'inventaire et qui sait évaluer ce que nous avons fait sur le terrain. Le message essentiel que je pourrais avoir, en fait, c'est de 2 niveaux. Je dirais de 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le gouvernement ou l'État congolais. On devrait renoncer à ce système où le député il est soumis à un mot d'ordre. Ça veut dire qu'il agit comme un robot. Il fait ceci, il fait ça. Du coup, il perd son pouvoir d'agir conformément aux exigences des électeurs. Parce que normalement, un député, il écoute sa base et il prend position par rapport à la décision de sa base. Donc, avoir un groupe de députés qui travaille sous l'instruction ou sous l'autorisation de ceux-là qu'on appelle autorité morale, c'est trop dangereux, ça tue la démocratie. Deuxième chose, les députés entre eux devraient bien collaborer, former des synergies, parce que plus on travaille en groupe, plus on est fort. Mais quand vous êtes éparpillé, vous êtes seul, c'est difficile, parce que pour voter, pour qu'une loi passe, il faut au moins 251 signatures. Et donc ça nécessite que toute initiative que vous avez, il faut vous mettre en bonne collaboration avec les collègues. Et souvent, parfois, c'est limité. Donc, le message aux collègues, c'est de pouvoir commencer à se côtoyer pour renforcer la cohésion. Et le troisième, c'est pour la population. La population doit savoir surveiller son député, les contrôler. Parce que nous, on n'a pas de chef. Même le président n'est pas notre chef. Notre chef, c'est la population. Donc, c'est la population qui donne l'injonction aux députés. Et il faut donc qu'il y ait des séances de débat où la population accompagne les députés. Ne pensez pas que vous allez voter et c'est fini. Non, vous devez aussi l'accompagner. Vous devez l'interpeller. Vous devez sanctionner. Si le député n'a pas bien travaillé, vous pouvez le sanctionner, vous le remplacer par quelqu'un d'autre. Voilà comment un député travaille. Et donc, nous, on n'a pas de chef. Notre chef, c'est la population. Et nous sommes dans un régime de démocratie. Et ce régime de démocratie veut dire tout simplement que c'est le peuple qui est chef. C'est le peuple qui dirige. C'est le peuple qui agit. Et il agit à travers les députés. Donc, c'est important que ce peuple interpelle les députés, que ce peuple sanctionne les députés et que ce peuple travaille de commun accord avec cette population. Voilà.
Mesdames et messieurs, vous avez suivi au travers du député national Gratien de Saint-Nicolas Irachan ce que c'est qu'une session budgétaire. Merci d'avoir suivi ce nouveau numéro du siège. Merci à l'Hôtel Vénus ainsi qu'à tous nos partenaires. Merci de continuer à suivre cette émission dans les réseaux sociaux. Nous vous disons à très bientôt.